Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Et Ensemble c'est mieux, ça va se confirmer tout de suite avec Karl. Bonjour, bienvenue. C'est beau d'être ensemble, n'est-ce pas? Oui. Vous aimez bien être nombreux dans une salle obscure, hein, c'est ça? Oui, par exemple, effectivement, hier je suis allé voir une sortie qui fait beaucoup parler, c'est le nouveau film de Lajli qui s'appelle Les Misérables. Inspiré d'une bavure policière dans une cité de Seine-Saint-Denis. Malheureusement. Malheureusement, on parlera de culture avec vous Sabine également, mais sous un autre axe. Oui, alors un spectacle qui est plus qu'un spectacle, c'est une expérience à vivre à part entière, beaucoup d'émotions. Bon, allez, on verra ça tout à l'heure. On parlera ce matin d'intelligence au pluriel, d'intelligence émotionnelle mesurée par un quotient émotionnel et puis de QI pour les hauts potentiels. Vous verrez ça dans quelques instants. Sans oublier un petit chaton à adopter, vous verrez, il est trop mignon à adopter à la SPA de Rennes, bien entendu. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous. Allez, on va tout de suite introduire cette émission en images sur l'intelligence au pluriel. Oh, je suis pas gâté, j'ai pas un bon QI. C'est pas grave, ce qui compte c'est le QE, le quotient émotionnel. Et oui, oubliez le QI et l'intelligence version premier de la classe. Aujourd'hui, l'heure est à l'intelligence émotionnelle. Aux États-Unis, 71% des recruteurs affirment qu'ils préfèrent un candidat avec une forte intelligence émotionnelle plutôt qu'avec un fort QI. Et en France, on suit la tendance. Alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est la capacité à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres, à les comprendre, les utiliser et les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. En résumé, maîtrise tes émotions et tu seras plus performant pour toi-même et avec les autres. L'intelligence émotionnelle, c'est le top. Du coup, on ne compte plus les organismes qui proposent des formations pour faire grimper votre quotient émotionnel. Et pour cause, l'intelligence émotionnelle est censée favoriser la résolution des problèmes, la confiance, l'empathie, l'esprit d'équipe, le leadership, la gestion du temps, la gestion du stress, la communication, la flexibilité, la créativité, le sens des responsabilités, la gestion des risques, la curiosité. Ou encore l'adaptabilité. Rien que ça. Alors écoutez-vous et n'ayez plus peur de dire « j'ai le sentiment que ». Au contraire, c'est votre formule magique. Voilà, on va aller plus loin sur cette thématique avec vous, Caroline Le Tourneau, bienvenue. Merci. Vous êtes sophrologue formée à la psychologie positive. Tout à fait. Et puis également avec Edith Jolivet. Bonjour également. Vous êtes fondatrice d'Un Zèbre à Vitré. C'est une association qui s'intéresse au haut potentiel. Voilà, donc ce qu'on a longtemps appelé les surdoués, qu'on peut appeler les doués dans certains autres pays, voilà, qu'on peut appeler aussi les zèbres, peut-être pour un peu les définir un peu différemment que par leurs dons, parce que c'est bien autre chose que ça, bien évidemment. Alors, l'intelligence émotionnelle, Caroline, c'est une de vos thématiques de prédilection. C'est une notion assez récente ou pas ? Oui, tout à fait. Elle a émergé principalement grâce à un journaliste qui s'est intéressé à toute cette notion-là, Daniel Goleman, dans les années 95. Donc, ça reste extrêmement récent et c'est en perpétuelle évolution. Ça prenait un autre nom au début, on disait quoi ? On parlait de quel type d'intelligence ? C'était de l'intelligence sociale. Oui, tout à fait. Et donc, au fur et à mesure des années, on s'y intéresse de plus en plus, simplement parce que, à l'usage, on se rend compte que les personnes qui développent leur intelligence émotionnelle ou qui ont une bonne notion, un bon quotient émotionnel, eh bien, ont plus de chances d'être heureux, de réussir, de fonctionner dans le quotidien. Aujourd'hui, on parle pas mal de soft skills en entreprise, par exemple. Alors, traduction. Soft skills, et bien justement, toutes les compétences humaines, émotionnelles, qui ne passent pas par de la compétence purement intellectuelle. Donc c'est une qualité qui est extrêmement recherchée, on imagine, par les recruteurs. Tout à fait, qui est de plus en plus recherchée, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Eh bien, toute cette dimension émotionnelle, aujourd'hui, ne peut pas encore être remplacée par des machines et peut tout à fait créer la différence. Ça va également changer sa façon d'interagir avec son environnement, sa façon de gérer, de saisir des opportunités. Ça va améliorer le relationnel au sein des entreprises. Et donc, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus et auquel on s'intéresse grandement. À tel point qu'il y a des études qui ont été menées sur cette intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Alors, il y a pas mal d'études qui sont menées. En l'occurrence, je pense à une étude qui a été menée au niveau d'Harvard sur des étudiants qui étaient particulièrement compétents, qui avaient particulièrement bien réussi leurs examens.
une dizaine d'années après, quand on est revenu sur l'évolution de ces étudiants, ils n'avaient pas forcément mieux réussi que ceux qui avaient marqué des compétences émotionnelles pendant leurs études, voire même se trouver à des postes moins élevés que ceux qui avaient eu de moins bons résultats, mais qui en revanche avaient pu marquer des qualités humaines différentes. Donc, si vous voulez dire que les forts QI se retrouvent souvent dirigés par des forts QE. Tout à fait. On va demander justement une petite réaction à Edith. Qu'est-ce que ça a une logique, ça a une logique complètement, puisque une partie des gens à haut potentiel, c'est pas le cas de tous, certains vont développer sans aucun problème des compétences émotionnelles très très fortes, mais une bonne partie d'entre eux, sous la très perfectionniste, etc., ne vont pas voir toutes ces opportunités, ne vont pas voir toutes les choses les nuances. Ils vont, sous le prétexte de la vérité, vont parfois blesser un collègue, vont parfois faire des choses comme ça. Donc, comme ils vont très très vite, ils oublient que le groupe ne va pas forcément aussi vite. Et donc forcément, si on ne développe pas ça, mais c'est tout le sujet d'ailleurs, c'est que si on n'a pas cet équilibre avec le quotient émotionnel, on est en danger. Les deux peuvent cohabiter, fort quotient intellectuel et fort quotient émotionnel, ça c'est possible? Oui, alors aux États-Unis, ils définissent pas du tout le haut potentiel comme nous. Ils ont 5 hauts potentiels différents. Alors ils ont un haut potentiel intellectuel, comme nous on le définit en France, c'est le seul quasiment qu'on définisse en France. Il y a un haut potentiel émotionnel, il y a un haut potentiel artistique. Alors on commence à y toucher à celui-ci en France, du bout des doigts. Il y a un haut potentiel sportif, il y a un haut potentiel managérial. Des enfants, cette capacité d'emmener des groupes avec eux. Et donc c'est vraiment... on ne peut pas les opposer parce que certains vont développer, et on le voit, on a des enfants hyper sportifs, hyper intelligents, ils ont toutes les qualités, à certains, d'autres n'ont développé qu'une partie, d'autres une dysgraphie, une dyslexie va cacher parfois ce potentiel. Qui fait que, par exemple, un test de QI ne va être absolument pas révélateur. Ah, vous nous rassurez alors. Voilà. Non, je dis ça parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Voilà, je ne m'inquiète pas, j'ai un très mauvais quotient intellectuel, mais je vis très bien avec. Je m'en fiche. Mais je n'y crois pas, Karl, c'est impossible. Non, c'est fiable, franchement, la mesure du QI? C'est très, très compliqué. Nous on bataille dans l'association parce que... par exemple, les tests ont été durcis il y a 2 ans. Ils sont régulièrement durcis. Alors, il faut savoir que les tests ont été créés, si je ne dis pas de bêtises, en 1906 par Alfred Binet. Alfred Binet, son objectif à ce moment-là, il est chargé par l'État d'essayer de comprendre pourquoi certains élèves sont en difficulté dans le système scolaire. Il ne cherche pas du tout de surdoué, il n'a même pas imaginé que ça puisse exister. Et puis, en fait, quand il fait les tests, il s'aperçoit qu'il y en a qui sont très, très en deçà des autres. Et donc, en fait, aussi, aujourd'hui, on devait faire les tests qu'il proposait à l'époque. On considère que plus des 2 tiers de la population seraient surdoués. Ah, d'accord. Déjà, on n'arrête pas de dire, moi je rassure les gens, on n'arrête pas de dire que leurs enfants sont de moins en moins intelligents, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on durcit les tests pour qu'il ne reste que 2,3% de la population qui reste dans ce panel de la surdouance. Donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont à 125 ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont à 120 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et est-ce qu'il y a que cette intelligence qui va poser problème ? Parce que c'est plus complexe que ça. L'intelligence, si c'était la seule définition d'un haut potentiel, tout irait très bien. Ouais, ça, les hauts potentiels ne sont pas plus intelligents, mais ils sont intelligents différemment. Exactement. Leur approche de la compréhension des choses est complètement différente. Ce qu'ils aiment, c'est comprendre. Ce qu'ils aiment, c'est décortiquer l'ensemble du train avec la locomotive, les wagons. C'est pas du tout comme ça que l'école arrive. L'école, elle va arriver par le petit bout du wagon, puis on va finir par, au bout d'un an, avoir toute la locomotive, et c'est pas possible pour un zébré. Le zébré, lui, il va décortiquer le transistor, il va... il a besoin de complexité pour se réveiller. C'est comme, pour le définir, c'est comme si vous branchiez sur du 110 alors que le gamin fonctionne en 220, donc il ne s'allume pas, quoi. Éventuellement, on peut le considérer même comme bête, et ça arrive très, très fréquemment.
Bon, alors écoutez, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Je vous propose de découvrir un reportage. Je pense que ça va vous inspirer quelques réactions. Au printemps 2018 se tenait à Brest la première édition de l'Humanoid Open. Ça rassemble des chercheurs français et étrangers. Et dans cet événement, eh bien, il y avait une compétition de football qui opposait des robots. Je vous propose de regarder ce reportage de Carole Collinet et Gilbert Kefelec qui s'y étaient rendus à l'époque. Là, elle est à 17 en X, enfin 0 pour 17 en X et 0 pour 0,5. Le foot, version robot humanoïde, n'est pas de tourpeau pour les méninges. La preuve avec Aria, ce robot conçu par l'Université de Bordeaux. Il ne peut pas entrer sur un terrain comme le ferait un humain, car il a besoin d'être paramétré en fonction du lieu où il se trouve. La lumière, le revêtement sur lequel il va jouer, la taille du ballon sont des données que les chercheurs adaptent en permanence. Ici, notre tir classique, qui normalement fait moins de 4 mètres de distance sur un terrain avec herbe artificielle, là, il est à plus de 6 mètres. Donc ça veut dire qu'on doit reparamétrer nos tirs, refaire les stratégies. On ne va pas tirer à la même distance du but. Le but étant plus petit, on a des angles un peu plus petits, donc on va devoir tirer depuis plus près. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça à recalibrer, en fait. Ce premier Humanoid Open rassemble des chercheurs français et étrangers. La cité du Ponant y est bien représentée avec cette équipe de l'École nationale d'ingénieurs et Nao, un petit robot de 50 cm. Il peut détecter la balle avec ses 2 caméras sur sa tête. Lui, il est plutôt détection et positionnement à côté de la balle parce que lui, il est attaquant. L'intelligence artificielle appliquée au football sert de laboratoire d'essai pour la robotique du futur. Celle qui, par exemple, rendrait les voitures totalement autonomes. Si on a des voitures autonomes, si on a des objets qui se déplacent dans notre monde de façon autonome, ça va être à l'extérieur dans la rue, mais ça va être chez vous, ça va être dans les couloirs d'un hôpital. Et puis on ne sera plus obligé de faire comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre des indications partout, des feux rouges partout. Il prendra ses décisions tout seul et il saura faire tout ça parce qu'on aura réussi à faire ça derrière. Alors, est-ce que les robots peuvent avoir également une intelligence émotionnelle ? On vous pose la question, Edith Jolivet. Eh ben, il y a une expérience qui a été faite il y a une vingtaine d'années par un interne français à Nantes, je crois que c'est Nantes si je ne dis pas de bêtises. En fait, un de ces internes étrangers lui faisait voir qu'un robot aléatoire qui était dans le bureau du médecin-chef n'avait pas vraiment de mouvement aléatoire quand il était face à l'interne d'origine asiatique, alors qui lui avait d'autres croyances où tout était possible. Et l'interne français bug un peu, enfin non, sérieux quand même, je vais faire l'expérience. Et en fait, il fait sa thèse sur cette expérience-là. Et il voit que ça ne marche pas très très bien avec les humains. Les Occidentaux, apparemment le robot, il n'interagit pas plus que ça avec eux. Donc il va faire l'expérience avec des poussins. La première imprégnation, la première chose que les poussins vont voir, ça va être ce petit robot aléatoire qui est dans un carré enfermé. Donc ils vont suivre ce petit robot, etc. L'expérience va être refaite 40 fois, je crois. Et en fait, on va sortir les petits poussins de ce carré pour voir la réaction du robot. Le robot n'a plus du tout de mouvement aléatoire. Vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. On la trouve sur Internet. Il va taper dans le carré pour aller rejoindre les poussins. Il va taper. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est qu'on ne sait encore rien, en fait, je crois. Il voulait bouffer les poussins. Non, je pense qu'il disait maman, et maman est là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, effectivement, en termes d'intelligence ? Qu'on est au tout début, qu'on est au bribes de l'intelligence émotionnelle, qu'on est au bribes de tout ça, qu'il y a de la recherche quantique qui va un jour découvrir des choses, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant encore des choses impossibles. Science-fiction, quoi, Isaac Asimov, là, c'est en train de devenir... Mais bien sûr, incroyable, mais évidemment. Alors Caroline, comment cultiver cette intelligence émotionnelle ? Est-ce que ça se cultive ? Est-ce que c'est en nous ? Alors déjà, j'aimerais juste rebondir par rapport à l'étude des poussins. Il y a une étude aussi qui a été menée auprès de 700 personnes sur le ressenti des émotions. Et donc, on peut trouver ça sur Internet, c'est-à-dire que vous avez un visuel qui reprend où est-ce qu'on ressent de la chaleur, des sensations au niveau du corps selon chaque émotion. On peut se rendre compte, par exemple, que dans la colère, il va y avoir plus de chaleur au niveau des mains, ce qui peut s'expliquer d'ailleurs puisque c'est un passage à l'action. En général, on a envie d'y aller. Au niveau de la tête, on peut voir que dans le cas d'une dépression, finalement, il y a une inhibition totale au niveau du corps. Et c'est là où il peut y avoir les limites quand même de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est sur du ressenti proprement humain.
Et que malgré tous les progrès qu'il peut y avoir sur l'intelligence artificielle, on n'est pas encore dans ce ressenti propre. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, toujours l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, on peut considérer que c'est ce qui va déterminer la façon dont on va utiliser ces autres atouts, dont l'intellect. Donc les deux sont liés, réellement, on ne peut en aucun cas les opposer. Tout à fait, exactement. Alors, je vous propose d'écouter la question d'une téléspectatrice tout de suite, et puis je vous laisserai répondre. Caroline. Bien. La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on apprendra aux enfants l'intelligence émotionnelle à l'école ? Ça leur permettrait de pouvoir exprimer clairement leurs besoins et donc d'éviter les conflits. Alors, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça s'apprend, est-ce que ça s'enseigne à l'école ou pas ? Vous donnez, vous, des cours, vous enseignez ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai souvent cette question et globalement, il y a vraiment une marche en route. De plus en plus, l'éducation nationale s'intéresse à développer les compétences psychosociales. Et les compétences psychosociales, c'est rien d'autre que de l'intelligence émotionnelle. Donc, pour ma part, par exemple, j'interviens régulièrement en collège, en lycée, auprès des élèves, où on va travailler sur l'écoute de soi, par exemple, sur le vocabulaire des émotions, de manière à pouvoir être plus vigilant à ce qui se passe en nous, et donc de pouvoir mieux réguler, mieux adapter ces comportements, ces relations avec les autres. Entre autres, j'enseigne à l'université Rennes 1 et Rennes 2, alors des cours de sophrologie, ponctuellement aussi des ateliers de psychologie positive où on va travailler toutes les émotions qui peuvent nous aider à nous sentir mieux, à bien fonctionner. Donc on est clairement quand même dans une évolution par rapport à ça. Alors il y a encore beaucoup de travail. Mais vous travaillez même avec la médecine préventive de l'université, sur des soirées. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, parce que ça montre que c'est vraiment pris en compte au sein de l'enseignement, quoi, vraiment. Tout à fait. Alors, effectivement, la médecine préventive des universités de Rennes, et puis d'ailleurs, également, il y a d'autres initiatives un petit peu partout en France. J'interviens la semaine prochaine, par exemple, sur l'université d'Évry, dans le 91. Donc, organise des soirées bien-être avec la volonté de sensibiliser les étudiants à prendre soin d'eux, simplement, et avec les différentes possibilités que ça peut offrir. Donc, dans ces soirées bien-être, on peut retrouver du massage shiatsu, par exemple. On peut retrouver des ateliers de psychologie positive avec moi, de la relaxation, enfin, tout un panel qui vise vraiment à pouvoir développer son soi, en quelque sorte. Ouais. Alors, Edith, vous dites, vous, la méditation, ça marche très très bien sur les enfants à haut potentiel. Oui, parce que moi, je suis thérapeute aussi, donc je les entends au-delà de l'association, mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on entend toujours. C'est je veux poser mon cerveau. Je veux d'abord pouvoir dormir, parce que pour la plupart, le sommeil est très 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 compliqué. Donc si je pouvais poser mon cerveau sur la tâche que je fais... L'image est... mais ils vont tous me le dire, c'est l'image qui leur parle très très bien. Et donc vraiment, voilà, la méditation, tout le travail qu'on va pouvoir faire en amont, tout petit, effectivement, avec de jeunes enfants, à leur faire comprendre les codes, etc. Moi, j'ai aussi travaillé avec Zebra, qui est à Marseille, qui a été créé par Jeanne Siofachin, qui connaît très très bien le sujet. Et tous les jeux de rôle qui vont pouvoir aussi permettre de dire, voilà, là tu vois, tu pousses trop loin. Là tu vois, tu as blessé l'autre. Leur souci de vérité, parfois, leur souci de justice est tel chez ces enfants-là que blesser n'est pas un problème. Alors, le nombre d'enfants dans mon cabinet qui reprennent leurs parents parce que le parent n'a pas traduit exactement leurs pensées, mais ils sont tout petits, ils ont 3-4 ans. C'est non, maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle s'écroule parce que voilà. Mais alors c'est vrai que pendant longtemps on a pensé que ces émotions c'était presque un signe de faiblesse de les montrer. Aujourd'hui vous dites c'est l'inverse, il faut travailler sur ses forces personnelles, il faut mettre en avant le positif. Vous avez même un concept entre guillemets. C'est les 3 kiffs par jour, c'est ça? Oui. C'est ce que vous développez en tout cas dans vos ateliers? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est les 3 kiffs par jour? Alors les 3 kiffs par jour, donc c'est un exercice qui est proposé par Florence Servan-Schreiber, donc qui est psychothérapeute et qui a écrit un bouquin qui s'appelle 3 kiffs par jour, mais ça a fait ses preuves réellement. C'est-à-dire que le principe c'est en fin de journée, de pouvoir se poser et de essayer de repérer 3 choses sympas qu'on a rencontrées dans sa journée. Alors, on peut avoir passé une journée, mais pourrie,
Si jamais on fait l'effort le soir de se poser, on va trouver des petites choses. C'est peut-être des petites choses, mais elles étaient là. Et ça va, au fur et à mesure du temps, en prenant le temps de poser ces choses, le soir, de faire cette démarche intellectuelle. Et puis, alors il faudrait l'écrire idéalement, et bien petit à petit, ça va réorienter notre façon de voir les choses. Et puis ces petites choses pour lesquelles on doit fournir un effort le soir, on va pouvoir peut-être les repérer au fur et à mesure de sa journée. Et puis, ça amène donc des émotions positives qui, aujourd'hui, est un excellent régulateur aussi des émotions négatives ou désagréables qui peuvent nous nuire. Donc, c'est une façon de cultiver notre intelligence émotionnelle. Mais totalement, c'est un excellent exercice pour cultiver son intelligence émotionnelle. Et je vous invite tous à le faire. Il n'y a pas de problème. On va le faire même maintenant à la fin de cette émission. Chacun dira quels ont été ces 3 kiffs de l'émission. Merci beaucoup Caroline, merci Edith d'avoir été avec nous. Et puis on annonce une conférence qui se tiendra samedi 23 novembre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. 14h30. Voilà, au Centre culturel de Vitré, avec Ariel Ada. Alors Ariel Ada, c'est une des pionnières sur le sujet des enfants au potentiel. Là, elle va faire une conférence sur les phobies scolaires, qui sont extrêmement fréquentes, la vie scolaire et les phobies scolaires de ces enfants-là, de ces adolescents. Et puis voilà, c'est passionnant, il faut y aller parce que... Une grande dame donc. Voilà, on n'aura pas la chance de la revoir avant un petit moment. Voilà, le samedi 23 novembre à 14h30 à Vitré. Merci beaucoup. Allez, je vous propose qu'on prenne un petit peu l'air maintenant, direction Riantec dans le Morbihan, à la découverte d'un lieu d'exception qui fait rêver, je vous le dis tout de suite, c'est le phare de Kerbel, une découverte insolite signée Nathalie Rossignol et Catherine Basile. Il n'a pas les pieds dans l'eau et semble presque veiller sur la petite ville de Riantec. Pourtant, ce sont bien les marins qui ont suivi son éclat pendant 75 ans. En retraite depuis 1988, le phare de Kerbel a fini par être mis en vente en 2003. Des enchères à la bougie auxquelles Daniel Géga a participé, plutôt par curiosité. Je ne pensais pas du tout pouvoir acquérir ce phare-là. Mais quand c'est adjugé vendu pour vous, là, il y a un peu de piquant parce qu'on se dit, ça y est, on en est propriétaire, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi ? Après avoir rénové la maison du gardien, ce patron d'une entreprise de bâtiment se lance finalement dans un projet bien plus ambitieux. Transformer également en studio le sommet du phare pour profiter davantage du panorama qu'il offre, un véritable défi technique. L'ancienne tour à feu, on l'a descendue, on l'a coupée à la base, elle pèse 6 tonnes 100 et elle est en béton. Et donc on a fait venir une grosse grue de 180 tonnes pour pouvoir la descendre. On a pris la verrière qui était assemblée en bas. Et donc avec la même grue, on l'a mis en place. Donc il a fallu pousser un petit peu sur un poteau ou deux, mais ça s'est bien passé. On a pu l'assembler. Un moment un peu de tension. Un petit peu. Admirative de ces travaux colossaux, Valérie Bergeron, la toute nouvelle propriétaire de ce gîte qui culmine à 25 mètres de haut. Pour y parvenir, 126 marches à gravir, l'équivalent de 7 étages. Alors l'escalier, il est magnifique, mais il faut le faire à son rythme. Parce que certains jours, on le fait facilement, on ne voit pas le temps passer, et d'autres, il paraît interminable. L'astuce, c'est ce plancher qui descend le long de la vis sans fin et qui vient s'encastrer pour avoir la surface nécessaire à pouvoir dormir. Sinon, l'escalier prenait toute la place et on n'aurait jamais pu. Ce studio, sa spécificité, c'est la vue. C'est ce pourquoi on craque. Voilà. Donc là, une vue à 360 degrés, avec au premier plan la petite mer de Gavre et Groix à l'horizon. Ce paysage m'a été familier pendant 47 ans, et par toutes sortes de temps, et à toute heure de nuit, et de jour, bien sûr. Quand il y avait de la neige, c'était féerique de voir tout Port-Louis, Gavre, couvert de neige. Honorine Le Gouen fut l'âme des lieux de 1925 à 1972, la première femme gardienne de phare à la vapeur de pétrole avant l'électrification en 1932. C'était une responsabilité importante puisque j'avais quand même la sauvegarde des vies d'hommes. On m'appelait la lumière du pays, c'était plutôt la lumière des marins que la lumière du pays. Une lumière reflétée par ses lentilles de Fresnel qui lui demandaient tant de travail. Désormais, c'est Lisiane Muin qui à son tour prend soin des lieux chaque jour. En 12 ans, elle a accueilli des milliers de locataires dans cet hébergement insolite,
souvent choisis pour célébrer des moments uniques, anniversaires, demandes en mariage ou cadeaux d'exception, comme en témoigne le livre d'or. Ce que j'ai comme anecdote, c'est de voir un couple arriver avec leur bouteille à oxygène, les deux, hein, l'homme et la femme, et de monter. Je me suis dit, jamais ils pourront monter dans le phare. Le monsieur a bien réussi, la dame, ça a été un petit peu plus difficile. Enfin, quand ils sont arrivés là, ils étaient émerveillés, quoi. Un émerveillement qui a un coût, 650 € la nuit, avec la piscine et même le sauna installé dans l'ancienne tour à feu. Pourtant, le planning des réservations est complet plusieurs mois à l'avance. Le phare séduit. Ça reste encore une fois dans l'inconscient collectif quelque chose qui sauve dans la nuit. Et je pense que la fascination, elle vient beaucoup de là. Il y a des personnes dont c'est le rêve, presque depuis l'enfance, de vivre dans un phare une nuit. Et ils arrivent là avec des yeux d'enfant. Des yeux d'enfant sur ce témoin de l'histoire maritime bretonne qui écrit une nouvelle page de son histoire, sans perdre sa vocation, demeurer pour tous un repère. Waouh, ça fait rêver. Hein. Bon, ça a un prix quand même, il faut reconnaître. Mais bon, événement exceptionnel, à tester peut-être. Alors, bon, Karl, avec vous, on va parler de cinéma, d'un très beau film dont on parle énormément, qui fait le buzz. Les Misérables. Les Misérables, il a eu un prix à Cannes, il est en lice pour les Oscars d'Hollywood où il va représenter la France, donc c'est pas rien du tout. C'est un film reconnu par le milieu du cinéma, reconnu aussi par le public parce que il démarre très très fort. On va regarder la bande-annonce et puis on va en parler juste après. J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, c'est bon, c'est... Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là! Je sais qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi, la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Les filles avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Ouais, effectivement, hein, c'est un film un peu comme une claque qu'on se prend un petit peu en pleine tronche. Je suis allé voir hier soir, effectivement, les images restent beaucoup dans la tête. Alors déjà, une mise au point à faire, le film s'appelle Les Misérables, et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui entendent parler de la sortie du film, on peut penser que c'est une réadaptation, une réécriture des Misérables de Victor Hugo. En fait, non, aucun rapport avec l'histoire. Le seul lien avec Victor Hugo, c'est le fait que ça se passe dans une cité qui s'appelle la Cité des Bosquets à Montfermeil, et Montfermeil, c'est la ville où Victor Hugo a écrit Les Misérables. Donc vous ne trouverez pas Jean Valjean, vous ne trouverez pas Cosette. Par contre, vous trouverez, un peu à la manière des Misérables de Victor Hugo, un grand récit épique qui prend sa base, qui est vraiment dans un terreau réaliste, très social. Victor Hugo réussissait à faire une véritable épopée avec les faits et les misérables, les pauvres de son époque. Et c'est aussi ce que réussit à faire Lajli, avec des travelling magnifiques, avec une façon de filmer qui est très belle, très sensible. Donc ce côté très cinématographique et en même temps un côté très réaliste, mais sans basculer dans le documentaire. Et puis surtout des personnages complexe, ambitieux et très très bien écrit. Il raconte quoi finalement ce film en parlant d'écriture? Alors c'est un petit peu difficile à résumer encore une fois comme film, il y a plusieurs points de vue qui sont adoptés, on suit comme on a le vu dans la bande-annonce 3 policiers de la BAC qui patrouillent pendant toute une journée dans cette cité des Bosquets à Montfermeil, ça se passe à l'été 2018, juste après la victoire de la Coupe du Monde, la victoire de la France à la Coupe du Monde, ça va rassembler un petit peu tout le monde sur les Champs-Élysées pendant une soirée et puis le lendemain tout est oublié et les problèmes recommencent dans la cité. Il y a beaucoup d'histoires qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, beaucoup
beaucoup de portraits de personnages, il y a surtout une histoire qui est un petit peu le fil rouge. C'est un gamin de la cité qui va faire un acte tout bête, tout crétin. Il va aller piquer un lion dans un cirque et puis le quartier va s'enflammer autour de cette histoire du lion. Ça rappelle un petit peu la chanson de Dizzy La Peste qui s'appelle Le Poisson Rouge. Et puis les policiers vont être très vite dépassés par cette flambée de violence. Évidemment, ça va forcément mal se terminer. On en parle un peu comme d'un film générationnel, un peu comme La Haine. Est-ce que c'est justifié on emploie souvent la comparaison avec La Haine de Mathieu Kassovitz. En fait, il ne faut pas comparer le film à La Haine. La Haine, c'était un film qui prenait un point de vue précis, c'est-à-dire celui des jeunes de banlieue. Et c'est un très beau film, hein, La Haine, mais il y avait un seul point de vue et le film était parfois un peu caricatural dans sa façon et puis très esthétisant. Ici, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'esthétique dans ce film. C'est une épopée, mais sans aucune concession. Ça ressemblerait plutôt à d'autres films de la même époque dont on avait moins entendu parler, c'était État des lieux de Jean-François Richet et puis Ma cité va craquer. Jean-François Richet, son film a été un peu mis dans l'ombre à cause de La Haine de Kassovitz et là on est plus effectivement dans ce double tableau entre un film éminemment cinématographique, un grand film de cinéma, un très beau film de cinéma et puis un film ultra réaliste. En tout cas, je pense que c'est un film qui restera dans les mémoires, c'est un film important et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller le voir. Vous nous le conseillez donc. Merci beaucoup Karl. On va faire les gourmands maintenant avec Lélia Nevers, toujours prête, vous le savez, à partager ses idées insolites pour surprendre les petits, mais aussi les grands, vous allez voir. Bonjour, moi c'est Coralie. Bonjour, moi c'est Julia. Salut, moi c'est Sandra. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison des experts pour réaliser des popcakes. On va essayer parce que j'ai jamais réussi à les faire, donc on va voir ce que ça donne. Et notre expert du jour, c'est Lélia. Bonjour Sandra, bonjour Coralie, bonjour Julia. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de créer de délicieux popcakes à déguster, faciles à préparer et sans cuisson. Ça donne envie. Trop cool. Pour la création de nos popcakes à déguster, il nous faut d'abord un gâteau 4 quarts. Alors, on en a un ici. On va l'émietter avec les doigts. Donc, on le détruit. Évidemment, tout le monde s'est lavé les mains avant. Bien sûr. Alors ça va. Une fois qu'on a bien émietté notre gâteau, je vois que tu l'as bien détruit, hein, Julia. T'as aimé ça? Maintenant, on va rajouter un petit peu de fromage frais. On va le rajouter d'abord à la fourchette, et puis au bout d'un moment, il faudra à nouveau y aller avec les doigts. Alors, il faut créer une pâte qui va être facile à malaxer. Ok. Faut pas qu'elle soit trop mouillée, donc si c'est trop mouillé, n'hésitez pas à rajouter du gâteau. Si à l'inverse c'est trop sec, comme ça va être notre cas ici, vous pouvez rajouter un petit peu de fromage frais ou même rajouter un petit peu d'eau. D'accord. Maintenant, notre pâte réalisée, on va passer à l'étape 2 de la création de nos popcakes à déguster. Et pour ça, on va rouler la préparation à l'intérieur de la paume de nos mains pour créer des boules idéalement de la même taille. Tassez bien la pâte en pressant fermement avec la paume de vos mains. Mais si elle se casse un petit peu. Ben justement, plus tu vas l'appuyer, tu vois, et plus ça va donner une espèce de galette. Ça te va comme ça? Et puis ensuite, tu le roules pour faire une petite boule. C'est parfait. Une fois toute la pâte utilisée, on place nos boules sur un plat et on les met au congélateur pendant une quinzaine de minutes. Ok, tu vas les mettre au congélateur? D'accord. On a profité de ces 15 minutes de congélation pour faire fondre au bain-marie du chocolat noir et du chocolat blanc. Et maintenant, on va prendre des pics en bois, les plonger dans le chocolat et piquer nos boules jusqu'à peu près à la moitié de la boule. Et ensuite, on la pose et on la laisse comme ça refroidir pendant quelques minutes. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à rouler soigneusement les boules dans le chocolat et dans les décorations. Oui, c'est parti, tu veux dire? Vas-y. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Merci Elia. Merci Elia. C'est trop bon. C'est vrai? Oui. C'est excellent. On résume. Pour créer des popcakes à déguster. Émiettez un 4 quarts et mélangez avec du fromage frais pour créer une pâte. Créez des boules avec votre préparation, puis placez-les au congélateur. Plantez les pics en bois dans les boules, puis décorez le tout à votre guise. Voilà une recette qui fera plaisir aux petits comme aux plus grands.
Allez, on va tester, on vous dira ce que ça donne. On va maintenant passer à l'agenda culturel de ce week-end, ou en tout cas les jours à venir avec vous, Sabine. Vous commencez par quoi? Allez, le Morbihan, tiens, cette semaine. On va voir ça. On démarre par un spectacle, plus qu'un spectacle, c'est ce que vous disiez dans le sommaire, une expérience. Exactement, en fait, vous ne regarderez plus les spectacles de la même manière après avoir vécu cette expérience proposée par Anne Contansou de la compagnie Bouche Bée. En fait, vous entrez en salle, le casque sur la tête et puis une petite voix vous parle et il vous raconte tout ce que vous ne pouvez pas voir sur scène, alors tout ce qui se passe dans la tête des comédiens, des techniciens, bref, l'envers du décor. À la bande-annonce de cette création, ce spectacle vous regarde, donne le ton, regardez plutôt. Chères spectatrices, chers spectateurs, vous aimez être dans la lumière, ce spectacle vous regarde. Vous aimez les Italiennes, ce spectacle vous regarde. Vous aimez les Allemandes, ce spectacle vous regarde. Vous aimez les couturières, ce spectacle vous regarde. Vous aimez le vrai et le faux, ce spectacle vous regarde. Ce spectacle vous regarde. Il va nous regarder très prochainement parce qu'on a tous envie d'y aller du coup. Oui, et plongez donc dans les coulisses de la création artistique mardi prochain au Strapontin à Pont-Scorff. Ouais, très chouette. Très original. Dans les Côtes d'Armor maintenant, Sabine, on s'interroge sur cette société numérique qui nous regarde aussi à travers une exposition inédite de photographie. Oui, rendez-vous demain dans l'ancienne prison de Guingamp où séjourne depuis avril dernier le centre d'art Gunzegal pour le vernissage d'une nouvelle exposition intitulée Contrôle plus Z. Alors une expo qui fait évidemment écho au lieu car au cœur de cette exposition, la surveillance n'est pas carcérale mais elle est numérique. Celle à laquelle nous sommes tous soumis à force de poster des messages, des photos sur les réseaux sociaux et nous faisons l'autruche. Eh bien des artistes justement font un pied de nez à cette surveillance numérique en se détournant des images de vidéosurveillance avec satire, humour, parodie ou poésie. Par exemple, Jeff Guest s'est amusé le jour de son mariage à faire un excès de vitesse pour être flashé et recevoir ainsi une très belle photo de mariage sur le vif. C'est pas mal. Alors, à ne pas prendre pour exemple, évidemment. Ou alors, un autre photographe, Hassan Elahi, accusé de terrorisme par la PJ américaine après le 11 septembre, sans cesse surveillé, il inonde depuis des années le FBI de photos complètement banales de son quotidien. Alors, ça va des assiettes de frites aux chambres d'hôtel, en passant par des urinoirs, histoire de brouiller des pistes. Ils sont saturés, quoi. C'est incroyable. C'est donc une exposition à voir, de toute urgence. Vernissage donc ce vendredi dans l'ancienne prison de Guingamp. Bon, ça donne envie également. Alors justement, dans le Finistère, on va se déconnecter cette fois. On va faire Contrôle Z avec un festival qui en fait toute une histoire. Oui, alors des sacrées histoires qui déferlent chaque automne dans Brest et sa région avec le festival Grande Marée, le festival des arts de la parole. Jusqu'au 29 novembre, vous pouvez écouter donc des contes et des récits. Et ce n'est pas que pour les petits, des contes pour frémir, des contes pour partir ou tout simplement pour rire, comme Western d'Achille Grimaud et François Lavallée. C'est l'histoire de deux complices, justement, qui se lancent au défi au cours d'une soirée bien arrosée de se déconnecter du web. Les voici, Western. Lundi 23 septembre 1875, j'aurais pas dû suivre François dans son utopie. C'est nul, il n'y a pas la 3G. Achille Grimaud, François Lavallée. On se va courir, les chaises valsent, l'hiver se renverse, on traîne pas mais on sait l'esthétique. Les roues se transforment en sabots. Et nos vélos, c'est des chevaux. Un Mexicain. Comment tu sais ça? Il y a une moustache en fer à cheval puis un sombrero. Il faut se méfier des soirées bien arrosées. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner après. Et c'est jeudi 28 novembre au centre Henri Kefelec à Gouesnou. Alors ce soir aussi, la conteuse franco-libanaise Najwa Darwish présente l'une de ses dernières créations qui s'intitule « Celle qui ne savait plus rêver ». Entre contes traditionnels et écriture contemporaine, le spectacle suit la transformation en fait d'une jeune femme d'aujourd'hui prise entre la nostalgie de son enfance et le désir de réenchanter son quotidien. C'est ce soir à 20h au Relec Kerhuon. Parfait. Allez, pour terminer, direction l'Île-et-Vilaine où on part en voyage avec le festival Imaginaire. On prend ses valises. Exactement. Alors, c'est la Maison des Cultures du Monde de Vitré qui vous propose, dans le cadre de ce festival national dédié aux civilisations du monde contemporain et à leurs formes d'expression les moins connues, un très beau concert de chant et balafon polyphonique. Le balafon, qu'est-ce que c'est? Alors, en malinqué, langue mandingue, j'ai un bon QI quand même.
Ah bah là, je vous confirme. Alors, ça veut dire sonner le bala, jouer du xylophone, comme le font ces musiciens du Burkina Faso, Yé Lassina Koulibaly et l'ensemble Yann Kadi Faso. Concert ce soir à 20h30 à la Grange Agoul, maison du patrimoine à Parcé. Merci beaucoup, Sabine, c'est parfait. Bon, vous irez voir quoi ? Edith, il se passe quelque chose à Vitré quand même. Il se passe quelque chose à Vitré, je crois que voilà, ça va être avec plaisir. Bon, surtout très bien. C'est jusqu'à vendredi, il y a des conférences aussi, des expositions. Tout ce qu'il faut pour justement profiter un petit peu de ces créations culturelles. Allez, on va retrouver maintenant notre ami Billy à la SPA de Rennes avec un petit chaton, vous allez voir, il est trop mignon. Alors ce matin, j'ai perdu Jennifer. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, bonjour. Là, on a un nouveau petit chat ou petite chatte, je ne sais pas. C'est une petite minette. Une petite minette. Qui s'appelle Maki. C'est l'instant mignonnerie de la matinée là, sur France 3. Hein. C'est de la mignonnerie absolue. Maki. Donc là, elle est là, cette petite. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit truc par rapport à ça. Faites stériliser vos chats. Oui. Hein, c'est très important. Ça, c'est très important. On le dira jamais assez parce que malheureusement, on a beaucoup trop de petits chats qui arrivent tous les ans. D'accord. Et voilà, c'est vrai que c'est pas un beau début de vie pour eux de commencer dans la rue et c'est vraiment important de stériliser. C'est vraiment là qu'on fait de la belle protection animale. Exactement. Donc ce petit chat, la Maki, oh là là, regardez ça. Là, on est vraiment dans la mignonnerie absolue. Hein. Elle est ici au refuge de la SPA de Rennes. Je crois qu'elle va pas mettre beaucoup de temps à trouver une famille. Hein. Je pense pas non plus, non. Mais c'est vrai que c'est important pour nous quand même de faire ce côté sensibilisation à la stérilisation. Parce que certes, c'est mignon, mais voilà, quand il débute bien dans la vie, c'est encore mieux. C'est plus facile. Ouais. Et puis après, on n'assume pas forcément quand on a des petits chats. Et les chats, ça en fait beaucoup. Hein. Ça en fait énormément. On a été complètement débordés cet été. Ça continue encore aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. C'est très important. Il faut que la société comprenne que la stérilisation, c'est un engagement. Quand on prend un animal, un chat, qui va justement aller en extérieur, il faut absolument. Ça le protège des maladies. Déjà, oui. On voit souvent des chats avec des fils, des choses. Ça les sécurise vis-à-vis de la route parce qu'ils vont beaucoup moins loin quand ils vont en extérieur. Et c'est vraiment bénéfique, même niveau santé. Voilà, vraiment, faites stériliser. Tout ça pour éviter tous ces petits malheureux qu'on a tous les ans. Ça marche. Eh bien, on a bien compris. On stérilise ces petits chats. On le redira jamais assez sur France 3. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit. À bientôt. Oui. Comment ne pas craquer? Impossible, impossible. Comment ne pas craquer non plus? Allez, Sabine, pour le festival Jazz à l'Ouest quand même, avant de se quitter, qu'on puisse en dire deux mots. Oui, et puis pour la clôture vient un grand musicien. C'est Christophe Chassol, alors plutôt lui habitué à Paris, à la salle Pleyel. Ce musicien pianiste atypique qui compose à partir d'enregistrements glanés aux quatre coins du monde. Et en fait, c'est un beau concert à la MJC de Bréquigny pour clôturer ce festival demain soir. Il faut absolument un grand moment. Si on s'ennuie ce week-end ou dans les jours à venir, moi je comprends plus rien. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est fini déjà pour aujourd'hui. De rien. On se retrouve demain à 10h45. On s'intéressera entre autres à la cuisine en famille. Et oui, on reste dans la convivialité, vous voyez. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne sur les trésors. Séverine Breton et Thierry Bouilly se sont intéressés aujourd'hui aux trésors des églises. Allez, à midi, ce sera l'heure de votre journal régional. On vous souhaite une magnifique journée sur notre antenne, sur France 3 Bretagne. Kenavo.